Hello tout le monde, on se retrouve à nouveau pour mon bilan comme ça au format horizontal. Je l'ai fait pour avril, pour mars et pour avril et vous aviez plutôt apprécié, donc je me suis dit allons-y, on va le faire une fois de plus pour le mois de mai. Donc comme d'habitude on va commencer avec manga, tome 1, one shot, suite, fin de série, puis roman avec exactement la même façon de faire. Animé, on n'en aura pas ce mois-ci, tout simplement parce que je regarde la majorité de mes animés en simulcast et les saisons ne sont pas finies, on est en plein dans les saisons, donc ce sera plutôt pour le mois prochain. Et mon animé en cours, qui est un animé fini que je pioche au fur et à mesure pour regarder des épisodes quand il n'y a plus d'épisodes de simulcast disponibles, c'est Free et je ne l'ai pas encore terminé. Côté jeu, j'aurai quelques petites choses à vous présenter et donc voilà pour le programme d'aujourd'hui et on va attaquer directement avec les mangas. On commence avec les tomes 1 et tout d'abord le premier tome du titre Les Héritiers d'Agion, édité chez Kana. Une très bonne surprise pour ce premier tome. C'est un manga français que j'ai trouvé très agréable. On est dans un univers qui parle de vie et de mort. Vraiment très original. J'ai apprécié notre protagoniste, l'intrigue est déjà bien définie, la quête également, elle est à la recherche de sa mère. Peut-être disparu, peut-être décédé, on sait pas trop, je penche plutôt pour le disparu, mais bon, on verra au fil des tomes. J'ai surtout apprécié l'univers hyper original, le fait que les personnages meurent une fois, puis peuvent retrouver la vie de manière plus ou moins positive, soit de manière très ténébreuse, soit juste une vie normale. C'était vraiment original, j'ai beaucoup apprécié ce premier tome. On reste chez Kana avec le premier tome d'I Cannot Reach You, donc c'est le premier Boys Love que je lis chez Kana. Je sais pas si c'est le premier édité, mais en tout cas j'avais pas connaissance qu'il y en avait dans leur catalogue jusqu'ici. Moi j'ai donc le tome 1 avec la jaquette qui est réversible, mais il y aura aussi des éditions tout à fait classiques avec la jaquette qui est très belle. Je pense que je préfère celle de ce côté. Vraiment un très bon premier tome. On est sur un yaoi, enfin c'est pas un yaoi, résultat un boys love assez étonnant, parce que moi j'ai l'habitude de lire des boys love de chez Taifu ou de chez Anna qui sont beaucoup plus adultes. Ici aucune scène explicite, la sexualité n'est même pas trop abordée, parce qu'on est sur des personnages lycéens, donc ça se rapproche plus de la formation romance type romance de shoujo. Donc ça change vraiment de ce que je peux lire d'habitude au niveau du boys love. C'est un peu plus jeunesse également et plus accessible je pense à tous. C'était assez agréable. Pour le moment ils avancent doucement. J'espère juste que ça me fera pas l'effet romance shoujo que j'aime pas trop, où ils prennent trop de temps pour se déclarer. Donc voilà, en espérant que les prochains tomes ça avancera rapidement, mais pour le moment c'est plutôt très positif. On reste chez Kana avec les deux premiers tomes de The Ishinose Family's Deadly Sins. J'avais hâte de découvrir ce titre parce que c'est par le même auteur que le titre en 2 tomes édité chez Pika, Le péché originel de Takopi, que j'ai adoré, et je dois dire que je suis un petit peu moins emballée par ce titre malheureusement. On est sur une famille qui ont eu un accident de voiture et ils sont absolument tous amnésiques et essayent un petit peu de retrouver leur quotidien, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'incohérences, c'est-à-dire qu'ils sont complètement amnésiques au stade où ils ne se rappellent même pas de leur personnalité, etc. On nous présente parfois d'ailleurs qu'ils ne savent plus cuisiner, qu'ils ne savent plus comment gérer la maison, mais à côté de ça ils reprennent les cours et le travail comme si tout était normal, donc pas de perte de mémoire sur par exemple les choses emmagasinées en cours ou sur la manière de travailler des adultes. Donc je trouve ça un peu incohérent, on sait plus cuisiner mais on sait encore faire son travail. Ça m'a un petit peu dérangé dans ma lecture, j'ai trouvé ça étrange. Au-delà de ça, j'ai très bien compris que la formation du récit, ce sera à chaque tome ou un ou deux secrets des membres de la famille Ishinose qu'on va découvrir, parce qu'ils ont tous chacun leur chambre, même les adultes n'ont pas de chambre partagée, ce qui est aussi très bizarre et assez incohérent je trouve. Même si on sait que dans la culture japonaise, il arrive qu'ils aient chacun leur chambre, là c'est carrément des chambres qui ferment à clé, les autres n'ont pas connaissance de la tête de la chambre des autres, c'est très bizarre. Et on a bien compris que chaque chambre renfermait le secret de la personne qui y loge. Assez mitigé, en plus dans le deuxième tome on nous annonce une boucle temporelle, j'aime vraiment pas ça, je trouve que scénaristiquement c'est vraiment trop facile, les boucles temporelles on en a trop eu et j'ai plus du tout envie d'en lire. Donc voilà, c'est dommage, mais malheureusement je vais pas continuer ce titre et je pense le thème était intéressant mais on aurait pu faire mieux avec. On passe chez KBL avec le premier tome de Sign, donc un webtoon adapté au format papier. C'est une sacrée brique, franchement il est très épais, d'ailleurs quand je l'ai pris pour le lire il y a mon poignet qui a salement craqué, ça fait crrr. Vraiment, il est lourd. C'est un premier tome qui au début m'a un peu mis mal à l'aise, j'ai trouvé un petit peu étrange et finalement plus je l'ai lu plus je l'ai trouvé agréable. On est sur un jeune homme un peu désespéré qui finit par trouver du travail dans un café et le patron est sourd, donc il essaye de parler au patron avec la langue des signes, mais le patron est sourd mais pas muet. Donc c'est assez intéressant, on a une relation qui se développe tout doucement, assez mignonne,
presque un peu, je dirais pas lycéenne, mais ils ont un côté un peu gêné, un peu mal à l'aise qu'on peut retrouver comme ça. J'ai trouvé ma lecture très sympathique, c'était un bon premier tome. J'apprécie que le thème de la sordité soit vraiment abordé avec douceur et avec pertinence. La relation entre les deux personnages évolue bien et surtout j'ai beaucoup apprécié qu'il y a un gros mystère autour d'un personnage secondaire qui a l'air de faire partie de quelque chose d'un peu mafieux, un peu étrange, presque illégal je dirais. Et je suis très curieuse d'en savoir plus sur ce personnage qui a l'air, sa famille a l'air d'être liée au patron du café qui est donc sourd. Et franchement, très intéressée par ce premier tome, je continuerai avec plaisir. On continue chez KBL avec le premier tome de Love is an Illusion et là pour le coup j'ai pas du tout aimé ma lecture. Déjà on va parler de l'édition, c'est d'ailleurs le même prix que l'autre tome par exemple ici, Sign, donc un peu moins de 22 €, 21,90 €. Donc Sign est tout en couleur et là on est sur un titre en noir et blanc, donc avec quelques pages couleurs mais qui se font rares, c'est trop dommage. Je comprends pas qu'on paye le même prix pour des pages couleurs et pour des pages noir et blanc, pour moi c'est pas normal du tout. En plus il est un peu moins épais, bon ça, mais voilà. Au-delà de ça, la qualité d'image ça va pas du tout non plus. C'est bizarre mais à l'intérieur des cases c'est pixelisé. C'est-à-dire que vraiment le dessin des personnages est pixelisé mais les bulles de texte ne le sont pas. Donc c'est trop dommage quand on paye ce prix là, un livre, d'avoir quelque chose de pixelisé. Je trouve ça hyper décevant. Vraiment en termes de qualité d'édition j'ai été assez déçue je dois le dire, même si moi je l'ai reçu gratuitement, je pense aux personnes qui le payent et je trouve que pour le prix c'est pas normal. Au-delà de ça, au niveau du contenu, c'est un Omégaverse, donc dans un univers Oméga, Alpha, Beta, qui est très connu du style yaoi. Moi j'ai toujours eu beaucoup de mal avec les Omégaverse, à part Tadaima Okaeri édité chez Anna, j'ai beaucoup de mal à en lire et celui-là n'a pas fait exception, malheureusement je n'ai pas du tout aimé. Déjà la relation entre nos deux personnages arrive de manière complètement incohérente, vraiment pas du tout réaliste, très dur de se plonger dans cet univers qui manque cruellement de réalisme. Et au-delà de ça, dans ce tome, tout est excuse pour amener à des scènes de sexe. Et vraiment tout. Donc bien la moitié du tome, ce sont des scènes explicites, ce qui est très dommage. C'est pas du tout ce que je recherche dans une lecture. J'ai pas vu la pertinence de l'histoire, pour pas dire qu'il n'y a pas beaucoup d'histoire. C'est dommage et j'ai vraiment pas aimé. On passe chez K-Books avec le premier tome de Dites-moi Princesse que j'ai vraiment bien apprécié. Si vous avez lu La Nouvelle Chef de Clan de chez Kotun, on est vraiment sur une lecture similaire et très appréciable. Donc une jeune femme qui sait qui se réincarne en enfant, c'est elle-même mais enfant, et elle sait qu'elle mourra à 18 ans des mains de son père. À partir de ce moment-là, elle essaye de changer son destin avec différents plans. On est sur quand même, je dirais, une base de récit assez classique et assez déjà vue, mais finalement j'ai beaucoup apprécié ma lecture, non seulement parce que notre personnage féminin est très agréable, mais parce que l'univers est intéressant et le papa qui est juste là est vraiment spécial et original. J'ai beaucoup apprécié ma lecture et je continuerai avec plaisir. On reste chez K-Books avec le premier tome de Qu'est-ce qui cloche avec ma vie en ligne. C'est donc un titre dans le même univers que Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. Concernant Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, je dois lire les deux derniers tomes. J'ai trouvé le dernier tome en occasion et j'attends de trouver l'avant-dernier tome en occasion pour le finir, mais c'est un titre coup de cœur pour ma part. Et donc j'ai découvert ce titre qui est ni une suite ni un préquel, mais vraiment juste un titre dans le même univers. On retrouve d'ailleurs les personnages principaux de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. Côté Qu'est-ce qui cloche avec ma vie en ligne, c'était un premier tome relativement sympathique. On est sur une formation de romance ultra classique, c'est très prévisible, mais pour autant les personnages sont attachants et donnent envie de continuer. Ce sera vraiment pas la romance originale de l'année, mais si comme moi vous appréciez les romances et les romances entre adultes notamment, même si c'est sans scène explicite mais juste ils sont adultes, franchement c'est sympathique, ça se lit bien, voilà, c'est pas hyper original mais c'est chouette. Ensuite, j'ai lu les 4 premiers tomes qui se présentent dans un coffret de 360 degrés matériel qui représente donc la moitié de la série, sera terminée en 8 tomes. C'est une série assez vieille quand même qui arrive très tardivement chez nous dans cette édition, donc en boîte comme ça. Et effectivement c'est une série qui arrive trop tard chez nous à mon sens. C'est un shoujo hyper classique, on y retrouve tous les codes et les clichés classiques du shoujo et c'est bien dommage parce que c'est pas top quoi. On aurait pu faire vraiment mieux, surtout qu'on retrouve un petit peu aussi ces clichés que j'aime pas trop, japonais, d'une attente vis-à-vis de la femme qui est pas toujours hyper moderne.
Voilà, au-delà de ça, c'est une romance assez classique comme vous avez déjà pu en lire et en relire si comme moi ça fait une dizaine d'années que vous lisez les shoujo, vraiment c'est du déjà vu. Si jamais vous avez jamais trop lu de shoujo, vous pourrez plutôt apprécier, mais voilà, il n'y a aucune prise de risque, il n'y a aucune surprise, c'est un titre ultra classique, alors l'amener comme ça dans des petites boîtes c'est très très chouette, mais voilà, pour moi il arrive un peu trop tard et il manque clairement d'originalité pour que je le continue. On reste chez Delcourt, mais cette fois-ci avec le premier tome de Studio Cabana, qui est donc édité dans la gamme Moonlight, que j'apprécie particulièrement. Je crois que c'est le premier shoujo que je lis dans cette gamme, j'ai pas souvenir d'en avoir lu un autre où ça me revient pas comme ça. J'ai beaucoup apprécié ce premier tome, on est sur une romance assez classique, malgré tout avec une rivale qui change de ce qu'on peut voir d'habitude parce qu'elle est plus adulte, a un comportement plus adulte. Pour ce qui est de nos deux lycéens, c'est une romance assez classique qui va se mettre en place très doucement et dont j'imagine totalement l'issue. J'ai par contre beaucoup apprécié le fait qu'il y a un gros fond de musique dans ce titre avec notre personnage masculin qui est musicien, notamment guitariste et chanteur, très très intéressant parce que son côté un peu introverti contrebalance très très bien avec son côté artiste. C'est une romance assez classique mais bien amenée avec un thème de la musique que si vous appréciez, vous apprécierez encore plus là-dedans. Et franchement, je continue avec plaisir, c'est plutôt une bonne surprise. On passe chez Soleil avec le premier volume du titre Le Marquis d'Amnésie que je n'ai pas du tout aimé, vraiment pas du tout. Je lui ferai la même remarque que le titre The Ichinose Family Deadly Sins. C'est l'histoire d'un marquis qui est donc marié avec une jeune femme qui est complètement amnésique. Il maltraitait cette jeune femme qui est sa femme avant de perdre la mémoire et d'un coup il perd la mémoire et ça devient le mari parfait. Pour moi, enfin, alors peut-être que j'y connais rien, mais quand on est amnésique, on change pas de personnalité. On perd des souvenirs, mais alors lui c'est devenu du tout au tout. C'est-à-dire que t'es vraiment le mari qui voyait jamais sa femme, qui l'a négligée complètement, limite abusif, qui est devenu le mari aux petits soins. Pour moi, on change pas de personnalité quand on perd la mémoire. C'était vraiment très très peu réaliste, en plus d'être très classique. Franchement, j'ai vraiment pas aimé et je ne continuerai pas. Chez Soleil, j'ai ensuite lu le premier tome d'Elle n'est rien qu'à moi, et là, plutôt bonne surprise. En général, quand on a des shoujo et notamment des romances lycéennes, on laisse complètement le côté sexualité de côté, alors que pourtant au lycée c'est là que la sexualité commence et que tout se forme, et souvent c'est complètement absent des couples de shoujo, ce que je trouve un peu lunaire parce qu'on sait tous que c'est à ce moment là que la sexualité se développe pour la première fois. Et ici c'est intéressant parce qu'on commence une relation entre deux lycéens qui ont d'abord des relations charnelles avant de développer des relations amoureuses. C'est original, ça change de ce que j'ai pu voir d'habitude et c'est beaucoup plus réaliste que la plupart des shoujo qu'on peut trouver, donc je pars hyper positive pour ce titre et je vais le continuer avec un grand plaisir. Chez Kiyun, j'ai découvert les deux premiers tomes de Kindergarten War. Je sais pas pourquoi je partais avec un a priori sur ce titre, je pensais que j'allais pas aimer et finalement j'ai beaucoup apprécié. Je pense que c'est typiquement les titres qui marchent super bien. Je serais vraiment pas étonnée de le voir arriver en animé très prochainement parce que c'est le genre de titre hyper accrocheur qui ont un petit peu le cocktail qui fait que ça fonctionne. C'est un titre d'action avec donc des personnes qui travaillent dans une crèche d'enfants riches. Ces enfants sont relativement menacés de vie ou de mort régulièrement par des gens qui veulent des rançons de leurs parents, et donc les personnes qui s'occupent des enfants dans cette crèche sont des personnes qui ont des capacités d'assassinat, etc., qui sont tout à fait formées pour défendre ces enfants dans ces conditions et également tuer quelqu'un sans aucun problème. Le sujet est plutôt sérieux mais amené avec énormément d'humour. Ce que je retiens de ces deux premiers tomes, c'est que c'était super drôle. On a aussi un petit fond de romance qui se développe mais avec beaucoup d'amour à sens unique qui amène encore une fois de l'humour dans cette lecture. Vraiment ça a été une super bonne surprise. Il me manque plus qu'un fil conducteur un peu plus fort dans la lecture et vraiment ce sera parfait. J'ai passé un très très bon moment de lecture avec ces deux premiers tomes. On reste chez Kiyun avec le premier tome de Doga of the Great Arch, si je l'ai dit comme il faut, sinon désolée. Donc un manga made in Kiyun, vous savez des fois Kiyun édite directement des mangas, donc ils récupèrent des mangas au Japon, les éditent chez nous, et des mangas qui sont pas forcément tout de suite édités au Japon comme on a eu par exemple il y a temps. Et j'ai pas trop apprécié ce premier tome mais je suis pas étonnée. C'est une création made in Kiyun et en général elle pique beaucoup ma curiosité parce qu'elles sont originales et j'avais envie de le découvrir, mais c'est un manga post-apocalyptique. Et moi, le style post-apocalyptique, c'est pas trop ma came. Et effectivement, ça se ressent dans cette lecture. Je sens que c'est une bonne lecture, mais juste, c'est pas pour moi, c'est pas un style que j'aime. On est donc dans un univers où tout est un peu sujet, en tout cas là où se trouvent nos personnages, à la sécheresse, à la famine, grande pauvreté. Et un personnage très riche
finit par mourir et se retrouve un peu réincarné, réanimé, je ne sais comment le dire, en robot. Déjà moi les robots c'est pas trop mon truc mais voilà. Et il rencontre une jeune femme orpheline, SDF, etc. avec qui il va repartir à l'aventure jusqu'à un certain objectif. J'ai pas trop accroché à nos personnages, que ce soit le personnage féminin ou le personnage masculin, j'avoue que c'était pas trop pour moi. Et l'univers non plus, je pense pas que ce soit un mauvais titre, je pense juste que je suis pas le bon public. On continue chez Kiyun avec le premier tome de Nine Peaks. Et j'avoue que là aussi j'ai pas trop aimé, peut-être parce que c'est trop classique. On est sur un jeune homme qui va voyager dans le temps un peu contre son gré et rencontrer son père quand il avait son âge. Ils vont aller au lycée ensemble et un peu se bastonner avec tout le monde et ça s'arrête un peu là. J'ai trouvé le scénario un peu creux. Le voyage dans le temps est quelque chose que je trouve pas particulièrement passionnant et que je pense qu'on a trop vu et revu. Il y a des fois où c'est utilisé de manière un peu plus pertinente. Je trouve que par exemple, si on peut trouver un titre similaire dans le titre Tokyo Revengers, c'est un peu mieux abordé. Et après c'est un manga de jeunes qui se battent dans un lycée peu recommandable, comme ils disent, de racailles. Et voilà, je suis pas emballée, c'est pareil, je pense que ça pourrait plaire, je pense juste que moi, j'ai peut-être vu trop de titres dans ce style, on a eu beaucoup de titres dans ce style ces derniers temps et celui-là ne se démarque pas et ne sort pas du lot, donc je pense pas que je vais le continuer non plus. On passe chez Mana Books avec le premier volume de Leçons de vie avec grand frère Uramichi. J'avais entendu beaucoup de positifs sur ce titre parce qu'il a eu un animé il y a pas longtemps et je comprends totalement pourquoi. C'est donc un titre humoristique où un adulte qui est acteur filme en fait des émissions pour les enfants où il accueille un peu plein d'enfants autour de lui, un peu comme une crèche, et ils vont faire des petits jeux, etc. Et il va répondre de manière très premier degré aux enfants, ce qui est excessivement drôle, il faut le dire. Quand un enfant lui demande pourquoi il doit se forcer à faire quelque chose, il lui dit qu'en gros ça lui servira à s'habituer au monde du travail par exemple. C'était vraiment un premier tome très drôle, mais j'ai trouvé qu'il y avait un peu une surabondance de dialogue. Je pense que ce sera plus agréable en animé, donc je vais essayer de consommer ce titre au format animé qui pour moi sera peut-être plus adapté. Et en plus c'est le doublage du seiyuu est qualitatif, ça soulignera encore plus l'humour de ce titre. On continue chez Mana Books avec A Name Memory qui est donc un manga qui adapte un light novel. J'étais assez curieuse de le découvrir et je pensais que j'allais pas apprécier parce que moi les univers de fantasy dans les mangas je trouve que c'est très redondant et en général j'aime pas trop, mais celui-là était très agréable à lire, franchement j'ai vraiment apprécié ma lecture. On est sur de l'originalité avec un fond de romance bien abordé, franchement c'était très agréable à lire. Pareil il a un animé qui apparemment est super qualitatif qui est en cours de simulcast là quand je filme ça, donc je pense que je vais plutôt me pencher sur l'animé, toujours dans un souci comme vous le voyez de gros manque de place, donc quand je peux découvrir un titre mais après me pencher plutôt sur l'animé, je le fais, donc ce sera le cas de celui-ci. On passe chez Kotun et je vous en parlais tout à l'heure avec la nouvelle chef de clan qui ressemble donc à Dites-moi Princesse, édité chez K-Books, même si j'ai un petit peu préféré celui-là, je dois avouer. On est donc encore sur une histoire de réincarnation, cette fois-ci c'est une jeune femme qui se réincarne dans un livre qu'elle avait lu. On connaît, je veux dire ça c'est classique, c'est vu et revu comme style de réincarnation et en général ça m'agace un petit peu à la lecture, mais j'ai vraiment apprécié notre personnage principal. Pareil elle sait exactement qu'est-ce qui va se passer dans sa vie, comment elle va mourir, pour quelles raisons, etc. Et très intéressant le développement, déjà les dessins sont superbes, j'ai beaucoup aimé les planches et au-delà de ça j'ai trouvé vraiment les personnages très agréables, notamment cette jeune fille mais aussi son entourage. Elle fait évoluer petit à petit la situation avec beaucoup d'intelligence et de pertinence. Le cerveau d'une adulte dans le corps d'une enfant, c'est très intéressant en tout cas pour l'intelligence et pour les réflexions et j'ai très hâte de lire la suite. On va chez Kurokawa avec le premier volume de Chronique de la mariée de Bretagne. J'avais hâte de lire ce titre parce qu'il se passe donc en Bretagne, donc en France, et je trouve ça super chouette d'avoir de temps en temps des titres qui mettent en avant notre pays, mais malheureusement il ne m'a pas trop plu. L'intrigue n'est pas hyper accrocheuse avec donc une jeune femme qui se fait passer pour un homme qui devrait se marier avec le roi-duc de Bretagne, mais ça va pas vraiment se passer comme ça, et avec un autre personnage principal qui est le héros qui est pas hyper accrocheur. En fait j'ai trouvé ce tome assez long et assez plat à lire et les personnages principaux n'étaient pas très attachants, ce qui fait pas beaucoup de bons points pour ce titre malheureusement, à part que ça se passe en France, et ce ne sera pas suffisant pour me donner envie de lire la suite. On passe au premier volume du titre Le Poinçonneur, édité chez Omake, donc dans leur gamme de titres horrifiques. En général j'adore leur gamme de titres horrifiques, mais là j'avoue que j'étais un petit peu déçue par celui-ci. En fait j'aime beaucoup
les titres horrifiques réalistes, mais là on est sur un espèce de fantôme qui évolue dans une gare. Il y en a qui peuvent le voir, il y en a qui peuvent pas le voir, et il tue certaines jeunes femmes. Et je sais pas, j'ai pas trouvé, en fait le cara de l'antagoniste est très très bien, mais j'ai pas trouvé le storytelling super et accrocheur et qui donne envie de lire la suite. Les personnages principaux sont assez insipides par ailleurs, c'est plutôt l'antagoniste qui donne de la saveur à cette lecture. Et voilà, ça manquera de quelque chose pour me faire accrocher et me donner envie de lire la suite. Chez Mangetsu ensuite, j'ai lu le premier tome de Jimbocho Sisters, un premier tome franchement très très bon. C'est 3 sœurs qui vont récupérer la librairie de leur grand-père. Il y en a une qui va être embauchée dans cette librairie, une qui avait déjà un métier et une qui est au lycée. On va suivre déjà chacune un peu leur relation amoureuse ou le début d'un développement d'une potentielle relation amoureuse, mais aussi la gestion de ce business. Ce premier tome était plutôt sympathique, mais je pense que j'ai besoin d'un second tome pour vraiment bien plus me projeter dans la série et voir si j'ai envie de continuer ou non, mais pour le moment je pars plutôt positif. On passe chez Nobinobi avec le Disney Twisted Wonderland, donc le premier volume. Ce sera une série, il me semble, terminée en 8 volumes ou en cours avec 8 volumes, quelque chose comme ça. Et j'ai pas trop apprécié cette lecture non plus. Je trouve que l'univers Disney est utilisé avec pertinence. On retrouve majoritairement les vilains, pas vraiment les héros de Disney, ce qui est sympathique. Moi j'aime les titres tournés autour des vilains et souvent je préfère les vilains aux personnages plutôt héroïques de l'univers Disney, donc ça c'est chouette. Par contre je trouve que la lecture n'a pas trop de sens et le personnage principal accepte un petit peu trop facilement la situation et les retournements de situation. Il se retrouve téléporté dans un univers magique, dans une espèce d'école de magie avec un bon concept pompé sur Harry Potter. Et il accepte ça assez rapidement, l'univers magique, le fait qu'il est inscrit contre son gré. Lui il voulait rentrer chez lui faire son sport, non, ce sera pas comme ça que ça va se passer, etc. Et c'était un petit peu long à lire et pas super agréable et j'ai pas du tout accroché en fait. Je me suis pas du tout plongée dans le récit et je ne pense vraiment pas continuer ma lecture. On termine chez Vega Dupuis avec Love of Kill, un titre qui arrive assez tardivement chez nous. Il est terminé en 11 tomes et il a eu le droit à une adaptation en animé il y a pas mal de temps, plusieurs années déjà. Franchement, j'ai beaucoup apprécié ce premier volume. Je sais pas encore si je vais continuer avec le manga ou avec l'animé. Je pense que je vais continuer avec le manga parce que vu que l'animé est un peu ancien et qu'à l'époque ils avaient un petit peu tendance à tronquer beaucoup de chapitres dans les animés, je pense que je vais continuer le manga. C'est des tueurs à gages et donc un jeune homme qui essaye vraiment de se rapprocher d'une jeune femme. Je sais pas si elle lui a vraiment tapé dans l'œil, si c'est un peu hypocrite, calculateur ou si c'est vraiment purement sincère, on le sait pas encore. Mais c'est très très drôle, ça mène pas mal d'humour, il y a de belles confrontations. Et franchement ça a été une lecture très surprenante et agréable dans un univers plutôt original autour des tueurs à gages, j'ai beaucoup appris. On passe au one shot et on commence avec ce titre assez volumineux, comme vous voyez c'est une grosse édition reliée, très très belle. C'est une collaboration entre Kana et Dargo, donc la BD et le manga, pour nous présenter Ma vie en 24 images par seconde de Rintaro, qui est donc un titre autobiographique. Si le début du titre autour de son enfance est assez long et j'ai failli décrocher à ce moment là, la suite était vraiment agréable à lire. On découvre donc cette personne que je ne connaissais pas, qui a été une personne majeure dans le développement de l'animation de manga, qui a participé à la création des animés et surtout de la formule comme on connaît aujourd'hui d'une publication d'un épisode hebdomadaire. Il a participé sur de grands titres comme Astro Boy ou encore Albator. Franchement très très intéressant, on découvre un petit peu les dessous de l'animation. Si comme moi vous aimez les animés, ce sera vraiment intéressant. En plus de découvrir la vie d'un homme qui a vraiment fait énormément de choses, je veux dire le CV est assez monstrueux. Très très agréable, une très belle édition comme ça. En grand format, couverture reliée, très agréable à lire. Si les illustrations font plus BD que manga, ça m'a pas tant dérangé que ça. D'habitude j'aime pas trop, mais là ça va, ça se lit bien. C'est aussi une lecture assez rentable, il est pas si épais que ça, mais j'ai eu un bon 2 heures, 2 heures et demie de lecture dessus alors que je lis plutôt vite. Donc je pense que c'est un achat assez rentable et surtout très intéressant. Chez Delcourt, j'ai ensuite lu l'intégrale de Petite Forêt, c'est donc une réédition. On avait eu une édition en plusieurs tomes que je n'avais jamais découverte et donc c'est une réédition comme ça en format intégral, en grand format. Vous reconnaissez peut-être le type de jaquette comme ça transparent, alors cette fois-ci verte mais la dernière fois bleue parce que cet auteur a également été édité chez Delcourt avec son titre Les Enfants de la Mer qui a donc des couvertures bleues et la Petite Forêt a une couverture verte. C'est dans la gamme Moonlight que d'habitude j'apprécie beaucoup, mais là j'avoue qu'avec cet auteur ça passe pas très très bien. Il a des dessins atypiques qu'on peut trouver très jolis ou pas, moi je suis plutôt dans la catégorie ou pas malheureusement, et c'était présenté effectivement et ça l'est
comme un manga contemplatif et je comprends totalement pourquoi ils appellent ça manga contemplatif. On découvre une jeune femme qui retourne dans sa ville natale après une séparation amoureuse et qui on va suivre dans différents chapitres des ingrédients ou des recettes qu'elle va créer. Ça tourne complètement autour de la nourriture et c'est un petit peu tout. Donc c'est une lecture très lente, très plate. Alors pour ceux qui apprécient, ce sera très chouette. Vous allez découvrir plein d'ingrédients, plein de recettes, plein de choses. Par contre si vous cherchez des lectures plus dynamiques, franchement passez à côté parce que moi j'ai trouvé ça assez long à lire. On passe chez Flammarion avec l'adaptation en manga du roman L'Alchimiste, donc un roman classique très connu de manière internationale, un roman classique qui a été donc adapté en manga dans une très grande édition. Si je vous compare déjà à Petite Forêt qui est grande, c'est encore plus grande, très agréable à lire. Moi j'aime bien les grands formats, j'ai trouvé les planches très chouettes, franchement sur les dessins je n'ai rien à redire. Par contre, je trouve que en fait, l'adaptation ne se fait pas si bien. On sent clairement que c'est un roman qui devient un manga. On ne retrouve pas vraiment les codes d'une histoire de manga là-dedans. Tout d'abord, l'histoire est lente et surtout, elle présente beaucoup de parties pas vraiment utiles. Je dirais pas que c'est pour combler non plus, mais vous savez, dans les romans, des fois, on a quelques chapitres qui font pas pleinement partie de l'intrigue, mais c'est ok. Et là, c'est vrai qu'à la lecture, ça fait un peu bizarre d'avoir des parties, parfois, que j'estime pas utile forcément au récit. Alors peut-être que l'auteur voyait ça très utile, mais j'avoue que moi pas vraiment. Ce fut quand même une lecture agréable et je suis contente d'avoir découvert ce classique. Je pense que c'est peut-être une bonne façon de ramener les gens qui lisent des romans à lire des mangas. Dans l'autre sens, je sais pas. En tout cas, c'était une lecture un peu longue, plutôt agréable, mais je pense pas que je le relirai par exemple, mais c'était plutôt sympathique. On a terminé les one-shots et on enchaîne avec les fins de série. J'en ai juste une, c'est le dernier tome, donc le 4e tome de Trapole, édité chez Kana, et plus j'ai lu ce titre, plus j'ai trouvé sympathique. J'avais déjà lu les deux autres titres de cette mangaka édité chez nous, donc New Job, New Life et New Love, New Life, mais celui-là était vraiment très sympathique. J'ai beaucoup apprécié ma lecture. Ce dernier tome nous a permis de vraiment beaucoup mieux comprendre notre protagoniste et un peu la descente aux enfers qu'elle a vécu ces derniers mois et sa difficulté à avoir une relation amoureuse stable suite à ce qu'elle a vécu. J'ai trouvé ça très intéressant, j'ai trouvé que la fin était évidente mais ne s'est pas passée d'une manière évidente. Le chemin n'était pas évident mais le résultat l'était, ce que j'ai trouvé sympathique. Franchement ça a été une très bonne lecture avec certains éléments assez surprenants. Les dessins sont atypiques mais m'ont relativement plu, même si c'est pas mes préférés, mais je pense que si vous cherchez quelque chose qui sort de l'ordinaire au niveau des graphismes, vous êtes en plein dedans et franchement j'ai passé un très agréable moment de lecture. On passe aux suites de séries, on commence avec les tomes 5 et 6 de Blooming Girl. Si vous ne connaissez pas, je vous recommande également l'anime qui est sorti en 2019 et qui est très fidèle au manga. L'anime était un gros coup de cœur, donc dès que j'ai vu l'annonce du manga chez nous, je les ai directement pris et franchement ce titre est également un gros coup de cœur. On découvre le quotidien de 5 lycéennes qui voient l'amour de manière très différente. Il y en a une qui préfère les femmes, une qui trouve que l'amour c'est juste dégoûtant, une qui ne voit l'amour qu'à travers le sexe, une qui préfère les hommes plus âgés et une qui est uniquement intéressée par son ami d'enfance, et leurs différents points de vue vont vraiment s'entrechoquer dans ce titre, mais il est très ouvert à la discussion et très pertinent. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, agréable d'avoir une vision réaliste des lycéennes parce qu'effectivement l'amour et la sexualité font partie de la vie lycéenne et très agréable. Ce 5e tome se concentre sur 3 personnages majoritairement et était vraiment très touchant et très mignon. Ce 6e tome amène à de nouvelles réflexions et un peu une rivalité entre 2 personnages, ce qui est très intéressant et très bien amené. Franchement, j'ai adoré ma lecture et le coup de cœur est toujours aussi grand. Si jamais sur les 5 premiers tomes, on a donc nos 5 jeunes femmes et à chaque fois on a 2 couvertures dans 2 styles différents. Vous retrouverez ça sur les 5 premiers tomes avec nos 5 personnages principaux. Chez Soleil Manga ensuite, j'ai lu Back from Hell, donc le 4e tome. J'avais hésité à arrêter ce titre au tome 3, c'est une des rares dark fantasy que je lis, je vous l'ai déjà dit, moi la fantasy c'est pas trop mon univers, mais franchement j'ai trouvé ce titre plutôt agréable et plutôt original. Il se rapproche un petit peu dans certains codes de The Unwanted Undead Adventurer édité chez Meian. Alors là on est quand même sur un principe différent mais il y a quand même des choses en commun. J'ai plutôt apprécié ce tome qui amorce le conflit entre donc notre personnage principal, le roi des démons, et les humains.
avec un pacte réalisé avec un autre peuple. Franchement c'était agréable et ça pique ma curiosité pour la suite, donc je vais continuer et au moins lire le tome 5. On passe chez Kiyun avec le second tome du titre Le Palais des Assassins. J'avais plutôt bien aimé le premier tome, mais j'avais dit que le second serait décisif pour voir si l'intrigue prenait un petit peu en densité ou pas, ce qui n'a pas vraiment été le cas et je trouve ça un petit peu dommage. J'aurais aimé que le titre aille un peu plus loin qu'une jeune femme d'une famille d'assassins qui essaye de se faire des amis au sein de la cour impériale, même si certains membres de sa famille lui demandent des travaux et des recherches. Je trouve que ça se clôt assez rapidement à chaque affaire et c'est dommage. J'aurais voulu quelque chose d'un petit peu plus profond. Après si vous aimez les titres comme ça un peu plus lent avec pas une véritable intrigue mais plein de micro-intrigues un peu comme les carnets de l'apothicaire finalement, je pense que ce titre pourra vous plaire, mais moi ça manque vraiment d'une intrigue plus forte pour me donner envie de continuer ma lecture. On continue chez Mana Books ensuite avec le 6ème tome de Villageois de level 999. J'adore le jaune de la couverture qui est vraiment très très beau. Jusqu'ici j'aimais beaucoup ce titre de fantasy qui était hyper original avec une touche humoristique super pertinente et vraiment une histoire qui changeait et des personnages qui changeaient. Malheureusement le tome 5 nous a plongé dans un univers fantasy hyper classique et je vois qu'on prend complètement ce cap avec ce tome 6, ce qui me déçoit un petit peu je vous avoue, mais qui plaira aux fans de fantasy. Pour ma part c'est pas ce que je recherche dans ce titre et donc je pense que je vais l'arrêter là. Si jamais il est adapté en animé j'essaierai de le regarder, mais c'est trop dommage d'avoir perdu cette originalité qui me faisait aimer ce titre, donc je préfère arrêter. On passe chez Kotun avec le second volume du titre Le Secret des Wilson. J'avais pas été hyper emballée par le premier volume mais je sentais le potentiel de la série, donc j'avais envie de laisser sa chance au moins un second tome et franchement j'ai bien fait. Ce second tome était beaucoup plus adulte, je dirais beaucoup plus sombre que le premier tome. On découvre le passé du père de notre personnage principal et il était très étonnant, je m'attendais pas à tout ça. J'ai beaucoup apprécié ma lecture. Ce tome est fort majoritairement un gros flashback qui nous permet de beaucoup mieux comprendre nos personnages et j'ai vraiment apprécié. Le world building est très pertinent et le récit prend vraiment une autre tournure avec ce tome. Je pensais pas que j'apprécierais autant, mais franchement ça a été une très bonne lecture. On reste chez Kotun avec le 4ème tome de Comment Raeliana a survécu au manoir Winnight. Si au début j'aimais vraiment bien ce titre parce que je trouvais original, notamment avec notre protagoniste qui est une femme forte et qui n'hésite pas à s'imposer, plus les tomes passent, plus on rentre dans une romance très classique et je le regrette un petit peu. Je vois venir les événements de très loin et même s'il y a certaines petites intrigues qui se mettent en place, ça reste trop léger pour me donner envie de continuer. J'ai vu qu'il y avait un animé, donc je pense que je vais plutôt me pencher dessus et en rester là pour le manga. Chez Kotun, toujours, j'ai lu le 3ème tome d'Itaewon Class. Je ne comprends toujours pas où est-ce qu'on va avec ce titre. Vraiment, l'intrigue est très difficile à définir et à comprendre. Malgré tout, j'ai trouvé ce tome plutôt sympathique. Je vais encore en lire un dans le doute. Je dis ça à chaque tome parce que je sais toujours pas où on va, mais on y va. J'apprécie surtout notre personnage principal et qui change vraiment de d'habitude. On a un petit peu des personnages qui arrivent au fur et à mesure et je suis très curieuse de voir ce que ça va donner par la suite. Et en même temps, j'aimerais bien avoir une véritable intrigue qui se développe. Donc écoutez, je verrai au prochain tome, mais pour le moment je continue. On va chez Kurokawa avec le 6ème tome de la Perfect Edition de Soul Eater. Et pourquoi personne ne m'avait dit que le manga Soul Eater est 1000 fois meilleur que l'animé? Franchement, j'aurais voulu le savoir plus tôt. J'avais regardé l'animé à l'époque où il est sorti, je l'avais bien apprécié, mais sans, je trouve ça incroyable. Et là vraiment, les tomes 5 et 6 de Soul Eater, je les ai adorés. On est sur un arc qui n'a pas du tout été adapté dans l'animé, avec de nouveaux personnages, de nouveaux protagonistes et de nouveaux antagonistes, avec beaucoup de révélations, une intrigue autour du Shinigami qui se forme petit à petit et je trouve cette lecture absolument excellente et j'aurais vraiment voulu savoir que Soul Eater était aussi bien au format papier avant, donc je dis pour ceux qui ont vu que l'animé, essayez vraiment cette édition ou une autre, hein. Il y a l'édition standard, l'édition double et celle-ci, mais vraiment déjà Perfect Edition est très belle et en plus c'est un véritable plaisir à lire pour moi ces derniers tomes. J'ai absolument adoré ma lecture et j'ai très hâte de découvrir le tome 7 et la suite des événements. On reste chez Kurokawa avec le 19ème tome de Mayomiro. Je continue de découvrir ce nouvel arc 7 ans plus tard qui a été amorcé dans le tome précédent. J'ai été assez agréablement surprise par ce tome, notamment par tout ce que Reika arrive à découvrir. On suit beaucoup plus Reika que Tetsuo d'ailleurs dans cet arc pour le moment et elle découvre beaucoup de choses sur les événements passés et je trouve ça très intéressant. J'ai trouvé ce tome vraiment agréable, ça nous amorce vraiment les événements qui vont se passer dans cet arc et je pense que ça va être un arc plutôt long, je l'imaginais court mais je pense que finalement ça va être un arc assez long. Je suis très contente de suivre Reika et j'apprécie beaucoup, j'ai hâte de lire le 20ème tome. On reste chez Kurokawa avec mon chouchou ultime, j'ai lu le 11ème tome de Shinoko. Si jamais c'est la couverture de l'édition collector et l'édition standard se présente comme ceci. Avec l'édition collector on avait 3 cartes aléatoires avec 5 modèles en tout distribués. J'ai eu les 3 cartes que je voulais donc je suis trop contente. J'ai absolument adoré ce tome. Vraiment
Oshinoko, ça fait des années que j'avais pas eu un titre qui m'a fait autant de waouh, j'aime trop ce titre. Si jamais il y a l'anime qui est disponible sur ADN, la saison 2 arrive en juillet et j'attends que ça, déjà premièrement. Et deuxièmement, ce tome était incroyable, on a eu des plot twists, mais des plot twists absolument divins. Il y a eu beaucoup de choses dans ce tome, beaucoup de choses très inattendues pour ma part, avec des décisions d'Aqua qui partent dans tous les sens, avec sa relation avec Ruby qui change beaucoup, sa relation avec Kana qui change, sa relation avec Akane qui change, vraiment, et des révélations sur leur passé, etc. Vraiment, j'ai été happée par cette lecture, ça fait longtemps que j'ai pas lu quelque chose qui me prend autant le cerveau. Vraiment, je suis branchée que sur ça, je trouve Oshinoko incroyable. Je ne ferai que de vous recommander ce titre ou l'animé, hein. L'animé est super, l'adaptation est impeccable, mais vraiment quel bonheur et quel tome incroyable. On reste dans les coups de cœur avec le 3e tome de Lullaby of the Dawn édité chez Taifu Comics, un de mes yaoi préférés. Non seulement nous avons une relation romantique et charnelle entre deux personnages très sympathiques, mais en plus vraiment une intrigue au second plan dans un univers un peu fantastique, très intéressante, et j'ai beaucoup apprécié. Ce tome, on a quelques révélations, mais on sent surtout qu'on nous amorce le prochain tome où on va apprendre beaucoup de choses. On a déjà appris beaucoup de choses sur l'île et sur l'univers où se déroule ce titre qui m'ont assez étonnée. Je m'attendais vraiment pas à ça, j'ai trouvé ces révélations vraiment très intéressantes et ça me donne vraiment hâte de lire la suite et d'en apprendre encore plus. Chez Doki Doki, j'ai lu le 9e tome de Freya, L'ombre du prince. Je suis trop contente d'avoir enfin ce tome parce que ça faisait un peu plus d'1 an qu'on n'avait pas eu de tome de ce titre. Mais ça y est, j'ai vu que le tome 10 arrive très prochainement, je crois le mois prochain ou celui d'après, quelque chose comme ça. Donc ça va, ils reprennent l'édition de Freya, L'ombre du prince et je suis contente parce que c'est une de mes séries préférées chez eux. Si vous aimez Nina du Royaume aux étoiles ou Cold Game, je vous recommande beaucoup ce titre qui est vraiment super agréable à lire. Ce tome 9 permet d'amorcer le combat contre Sigurd, ou du moins une première approche de ce conflit. Je suis très curieuse de voir comment Freya va gérer ça, surtout vis-à-vis de la fin du tome, et surtout est-ce que sa véritable rencontre avec Dimitri va avoir lieu. C'était un super tome, j'ai très hâte de lire la suite. On reste chez Doki Doki avec le 3e tome de Miyabishi no Onmyoji. Vraiment une très belle découverte pour ce titre. Déjà les dessins sont hyper atypiques, ils s'apparentent un petit peu aux dessins que je trouve hyper atypiques aussi de Tokyo Aliens édité chez Kana. Et franchement c'est super agréable à lire. J'ai trouvé ce tome absolument excellent. On a eu de super beaux affrontements avec de nouveaux antagonistes que j'ai trouvé plus intéressants les uns que les autres, mais avec des protagonistes qui nous ont révélé pas mal de leur pouvoir également. On a eu quelques révélations en fin de tome et surtout on s'attend à un prochain tome assez flashback qui va faire du bien, qui va nous permettre d'un peu mieux découvrir notre protagoniste. J'ai très hâte de voir comment l'univers va se développer et qu'est-ce qu'on va découvrir en plus. En tout cas pour le moment c'est vraiment une incroyable lecture. Chez Vega Dupuis, j'ai lu le 13e tome de Manchuria Opium Squad, donc un titre sur le trafic d'opium dans le Mandchourie d'époque que j'apprécie toujours autant. Cette fois-ci, notre petite équipe est arrivée à Shanghai et commence à se mettre en place pour vendre leur Opium X. Et j'ai beaucoup aimé ce tome, j'ai trouvé que l'IEA était absolument incroyable dans cette lecture et qu'elle gère vraiment son commerce avec une main de maître. On sent qu'il va y avoir un triangle de conflit donc entre l'IEA et son équipe, les personnes déjà implantées vendeurs d'opium à Shanghai et l'espèce de police municipale de la ville. Je suis très curieuse de voir comment tout ça va se préparer, comment ça va se passer, mais en tout cas pour le moment cet arc est très bien amorcé et très intéressant. On continue chez Vega Dupuis avec le 6e tome de Boko Stratège qui sera malheureusement le dernier pour moi. Jusqu'ici j'étais très agréablement surprise par l'originalité de ce titre qui prône l'attaque par la défense. C'est intéressant et original, mais finalement on tourne assez rapidement en rond et retourne un petit peu les mêmes schémas scénaristiques au fil des chapitres. J'aurais voulu peut-être une intrigue un peu plus forte ou quelque chose d'un peu plus prenant, un peu plus dynamique, je ne saurais dire, mais malheureusement je me suis assez vite lassée de cette lecture et je vais m'arrêter là. Chez Kana ensuite j'ai lu le 9e tome de Boys Abyss, c'est toujours aussi incompréhensible et aussi captivant comme lecture. Je ne comprends absolument pas où est-ce que l'auteur nous emmène et en même temps j'adore y aller avec lui, allons-y. Dans ce tome, nos protagonistes finissent finalement par enfin quitter leur village et se retrouvent à Tokyo. On sent que les relations entre eux sont complètement détruites et que notre petit trio se porte très mal.
La fin du tome nous laisse présager vraiment un prochain tome très prenant et en même temps je ne sais pas du tout ce qui va se passer, ce qui est vraiment agréable avec ce titre. J'ai très hâte de lire la suite parce que vraiment cette lecture est un petit peu captivante. On reste chez Kana, j'ai eu les tomes 22 et 23 de Naruto qui étaient plutôt agréables. C'est ma première découverte de ce classique, j'ai ni vu l'anime ni lu le manga, c'est vraiment avec cette édition Hokage que je découvre. Le tome 22 m'a permis de découvrir le conflit entre Sasuke et Itachi. J'ai beaucoup aimé ce duel et le combat était vraiment prenant, les techniques utilisées intéressantes. Franchement, c'était un tome très agréable. J'étais un peu dégoûtée de voir qu'en fin de tome, on retourne sur un arc entraînement pour Naruto. Un petit peu rassurée dans ce tome 23 que l'arc entraînement de Naruto est plutôt court parce qu'on a bouffé des arcs entraînement. Là, franchement, je crois que c'est au moins le 4e et ça commence à faire un petit peu beaucoup. La guerre à Konoha est déclarée et il s'est passé des événements très étonnants et un peu décevants, notamment autour du personnage de Kakashi. Franchement, ils ont intérêt à rectifier ça par la suite parce qu'un événement qui devait être touchant ne l'a été absolument pas à la lecture. Je trouvais ça très bâclé et c'est dommage. En tout cas, l'histoire continue d'être intéressante. Je trouve le niveau de dessin franchement faible, mais l'histoire est plutôt sympathique. Je continue de découvrir ce classique et j'espère enfin saisir l'engouement autour de cette œuvre. On reste chez Kana, mais cette fois-ci côté shoujo et romance avec le 5e tome de 4 frères pour moi. Un tome plutôt sympathique qui se concentre finalement sur un des frères et un peu moins sur la romance et qui nous laisse plutôt voir le développement d'une belle relation d'amitié entre un des frères et une personne extérieure. Je trouvais ça très touchant, surtout sachant que ce personnage était très introverti et très renfermé sur lui-même. C'est beau de voir le développement proposé et de le voir évoluer petit à petit. C'était un tome touchant et très agréable à lire, j'ai beaucoup apprécié. Toujours chez Kana, j'ai lu le 12e tome de La Voix du Tablier que j'aime toujours autant. C'est un de mes titres humoristiques préférés. Ils se font un peu concurrence avec Grand Blue de chez Meian pour savoir quel titre me fait le plus rire. J'ai adoré ce tome, comme d'habitude ça se lit très vite, il est fin et il n'y a pas grand chose à lire donc c'est une lecture assez rapide mais toujours aussi agréable. J'ai adoré dans ce tome le personnage de la présidente de l'association du quartier que je trouve absolument hilarante. J'ai beaucoup rigolé une fois de plus à cette lecture et c'est toujours aussi agréable. On passe à du beaucoup plus sérieux avec le 8e tome de The Kingdom of Rin. Si vous êtes curieux de découvrir ce titre, je peux vous recommander l'anime même s'il est plutôt très censuré parce que ce titre est très violent, donc pour public averti, 18 ans et plus et une âme bien accrochée parce que ça envoie. Mais voilà, si vous êtes curieux, il y a toujours l'anime, sinon moi je vous recommande quand même un peu plus le manga que je trouve meilleur pour le coup. J'ai beaucoup apprécié ce tome, on découvre un nouvel état, l'état médical et franchement je suis assez étonnée comme Adonis avait parfaitement compris ce qui allait se passer dans cet état médical de Mark Point et comme il avait tout prévu, tout calculé, je suis toujours aussi impressionnée des plot twists proposés dans ce titre et notamment un dans ce tome qui était très étonnant. Vraiment très curieuse de lire la suite des événements parce qu'on sent déjà la confrontation arriver et qu'Adonis avait vraiment un gros coup d'avance et je suis très curieuse. Toujours chez Kana, j'ai lu le second tome de Tokyo Cannabis. Le premier tome de ce titre m'avait relativement plu avec un père de famille malheureusement dans une situation financière très compliquée, mais botaniste et qui se voit aider un ancien ami de la fac à faire pousser du cannabis. C'est normalement le parfait homme bien rangé qui ne fait pas de choses illégales mais qui est un peu forcé et je dois avouer qu'il me fait beaucoup penser à Tetsuo Tosu de My Home Hero et j'apprécie beaucoup ce genre de personnage. Dans ce second tome, on en apprend un petit peu plus sur le milieu du cannabis au Japon, notamment à Tokyo. Et j'ai beaucoup apprécié comme notre personnage commence déjà un petit peu à se débrouiller et à développer cet esprit d'équipe vis-à-vis des autres personnes avec qui il peut travailler autour de cette vente de cannabis. Je suis très curieuse de voir l'évolution pour lui mais aussi pour d'autres personnages de sa famille qui s'en rapprochent plus ou moins de ce trafic. Très agréable, vraiment une bonne lecture. Toujours chez Kana, j'ai lu le 15e tome de Tougen Anki. J'aime beaucoup cette couverture, je sais pas si vous verrez l'effet. C'est l'effet du premier tirage, un effet un peu métallisé sur le titre et sur le numéro que je trouve trop beau. J'avais été au départ un petit peu déçue par cet arc que je trouvais très lent, très mou et un peu cliché et finalement les tomes 14 et 15 ont vraiment remonté le niveau mais très vite et très haut. J'ai beaucoup aimé ce tome, on a eu des combats absolument incroyables, pas mal de révélations assez étonnantes aussi mais je retiens surtout les confrontations qui étaient très qualitatives avec notamment les quelques confrontations contre un de nos personnages les plus puissants en fin de tome qui est absolument incroyable. Ça me rend très curieuse de lire le 16e tome qui je pense permettra de clôturer cet arc et j'ai vraiment adoré ma lecture.
Chez Michel Lafon, ensuite, j'ai lu le 5e tome de Tengu Hunter Brother, un titre qui sera terminé en 7 tomes et que j'apprécie particulièrement. J'ai beaucoup aimé ce tome qui nous amorce l'arc final. Je suis un peu triste de dire au revoir à ce titre et en même temps je l'ai beaucoup apprécié. J'ai apprécié la confrontation de notre personnage principal qui s'allie à quelqu'un de manière un peu simpliste au niveau du scénario. Il faut avouer que franchement ils auraient pu faire mieux, mais quand même agréable avec un très beau combat. Et je suis aussi contente que les frères de notre personnage principal prennent une véritable place dans le récit, qui soit de plus en plus présent et de plus en plus de manière pertinente. C'était vraiment super agréable à lire, je suis très curieuse de voir cet arc final. On va chez Michel Lafon, mais cette fois-ci dans les webtoons avec le 3e tome d'High School Mercenary. J'avais peur de sentir une redondance à la lecture, de découvrir cet ancien mercenaire dans son quotidien de lycéen. Finalement, pas mal de changements scénaristiques dans ce titre qui font qu'il retourne au front. Je ne m'y attendais pas forcément et c'est très sympathique, ça renouvelle un peu la lecture et c'était très agréable. J'apprécie toujours autant cette lecture que je trouve hyper originale et franchement un très bon moment de lecture. J'ai hâte de voir la suite et notamment je pense que ce personnage va devenir un antagoniste assez important et assez intéressant, donc j'ai hâte de voir ça. On termine les suites de manga avec le 4e tome de Marry My Husband, un coup de cœur absolu pour ce titre, vraiment je le trouve incroyable, j'adore cette lecture. C'est un très beau récit de vengeance d'une jeune femme qui dans sa vie antérieure s'est réincarnée, hein, on adore se réincarner dans les webtoons, dans sa vie antérieure a été tuée par son mari après avoir découvert qu'il la trompait avec sa meilleure amie et là elle se débrouille pour qu'ils finissent ensemble et que sa meilleure amie ait la vie de merde avec cet homme qu'elle a eu avant. Et franchement c'est tellement satisfaisant de la voir mettre des petits éléments comme ça au fur et à mesure pour profiler sa vengeance. Sa vengeance elle est géniale, c'est super bien écrit, j'adore son personnage et vraiment c'est trop cool à lire. On passe ensuite au roman. J'ai lu des nouveaux titres ce mois-ci et franchement j'ai des retours très positifs à vous faire. On commence chez Lumen avec le premier volume de Shades of Magic. J'avais lu Thread of Power, Shade of Magic fait donc partie de la trilogie des Shades. Et donc une trilogie suivie ensuite de Thread of Power que j'avais découvert. On m'avait conseillé, enfin on m'avait dit qu'il était tout à fait possible de le lire sans avoir lu la trilogie au préalable. C'est vrai que j'y suis arrivée mais il est beaucoup plus pertinent de lire d'abord les Shades et ensuite Thread of Power. Et donc je me suis lancée dans Shade of Magic que j'ai beaucoup aimé. On est sur un univers fantastique, vraiment hyper agréable et réaliste avec différents Londres que l'on pourra découvrir et notamment un qui s'apparente au nôtre avec très peu de magie et un autre avec beaucoup de magie et un autre un peu plus balancé avec des antagonistes vraiment chouettes. J'ai beaucoup aimé. Tous les antagonistes du Londres blanc étaient sympathiques. J'ai adoré découvrir la rencontre entre Kel et Lila, deux personnages que j'ai beaucoup appréciés dans Thread of Power. J'ai été assez étonnée par le personnage de Rai qui a vraiment une personnalité très différente. Je pense que c'est un personnage qui va avoir une grosse évolution par la suite et je suis très curieuse de le découvrir parce que même en connaissant la finalité, en ayant lu Thread of Power, le chemin est intéressant. C'est donc un premier tome qui nous introduit un univers très riche, des personnages accrocheurs et sympathiques et aussi finalement un combat assez intéressant. Je sais déjà des événements du futur et j'ai très hâte. J'ai surtout hâte de savoir comment Holland va revenir et de découvrir Alucard qui est dans Thread of Power mon personnage préféré. Voilà, c'était un beau pavé vraiment passionnant qui se lit tout seul, vous savez, ça se lit très bien, très facile à lire. Très agréable aussi, franchement je vous le recommande très fortement. Chez Bragelonne ensuite j'ai commencé Le Pont des Tempêtes qui est donc une série plus ou moins en 2 tomes. L'univers a plus de tomes mais vraiment le titre avec les personnages du Pont des Tempêtes fait 2 tomes et j'ai adoré ce premier tome. Avant toute chose j'aimerais vous parler de l'édition. Donc déjà il y a une très belle jaquette comme ça, un peu chargée avec des effets de dorure et de rose brillant très bien. Très bien utilisé et quand on l'ouvre on a quelque chose de beaucoup plus épuré mais tout aussi joli avec un poignard et des mains qui s'entrelacent sur un fond avec un effet un peu marbré et le jaspage est superbe. Vous ne le voyez peut-être pas mais il y a un serpent qui suit tout ce jaspage et qui a vraiment un rapport avec l'histoire. Et vraiment j'ai tellement aimé cette lecture. Le Pont des Tempêtes a été une lecture en fait ultra addictive. Vous savez cette lecture où vous la commencez et toute la journée vous y pensez quand vous êtes au travail, quand vous êtes en train de faire à manger, quand vous êtes en train de prendre vos douches et vous vous dites vivement que j'ai le temps de réouvrir mon bouquin et de lire la suite parce que j'ai trop hâte de savoir ce qui va se passer. Et bah c'est tout à fait ce que Le Pont des Tempêtes m'a fait. Pourtant ce n'est pas un coup de cœur parce que malheureusement l'histoire est hyper prévisible et il n'y aura aucun étonnement dans cette lecture. Tout s'est passé comme je m'attendais à ce que ça se passe et
les facilités scénaristiques sont hyper présentes, mais pour autant j'ai adoré. Tout d'abord, l'univers est hyper agréable et on a une lecture avec vraiment une intrigue géopolitique très très forte. On a donc une jeune femme qui s'appelle Lara qui vit dans un pays qui est envoyée dans un mariage arrangé dans un autre pays voisin, un pays qui contrôle pas mal le commerce naval notamment. Lara vient d'un pays relativement pauvre et elle va devoir s'infiltrer dans ce pays, découvrir comment leur pont qui est absolument masqué du reste du monde et très très bien géré est géré tout simplement, et comment pénétrer ce pays et en prendre le contrôle pour le sien. Lara est un personnage incroyable et extrêmement attachant. C'est une femme forte comme j'aimerais en voir plus souvent, et même si on se doute que la romance avec son mari finalement va se développer malgré qu'elle soit une espionne, j'ai beaucoup aimé ses questionnements, sa manière d'être, sa manière de réfléchir, etc. C'était très réaliste et très agréable. Ça s'est passé exactement comme je l'attendais dans ce premier volume, et pour autant j'ai adoré, j'ai trouvé la lecture palpitante. Il n'y a pas eu d'étonnement, mais pour autant c'était super à lire, l'univers géopolitique était incroyable et j'ai adoré cette lecture. Et donc sans aucune surprise, j'ai directement enchaîné avec le second tome de cette duologie, La Reine Traîtresse. Il y a un troisième tome qui est publié actuellement qui s'appelle L'Héritier Insoumis, qui se passe dans le même univers mais avec un autre personnage. Attention, à partir d'ici je vais vous dire des choses spoilantes, donc je vous conseille de passer à la prochaine étape qui sera les jeux vidéo si jamais vous ne voulez pas être spoilé de l'univers Le Pont des Tempêtes. Donc déjà, L'Héritier Insoumis est disponible et vous permet de découvrir le frère de Lara. Je ne l'ai pas encore lu, il est dans ma pile à lire et je pense qu'il ne sera pas pour très très longtemps parce que j'ai très hâte de lire et ça me démange. J'ai d'autres priorités pour le moment parce que j'essaye de lire les titres où j'essaye de savoir si je vais acheter la suite ou pas quand il y a des jolis reliés comme là L'Héritier Insoumis. Donc j'ai d'abord lu Le Pont des Tempêtes et La Reine Traîtresse. Mais voilà, franchement je sais que je vais adorer parce que j'adore la plume de l'auteur. J'ai donc directement enchaîné avec la suite et fin du Pont des Tempêtes, donc La Reine Traîtresse. Pour la couverture et le jaspage, je suis un peu moins fan parce que je trouve le premier tome particulièrement magnifique, mais il est quand même très beau. On retrouve ces effets brillants, donc cette fois-ci en rose rouge et en bleu, très beau sur un fond jaune, vraiment magnifique. Une fois de plus, l'effet marbré hyper épuré avec une jolie petite fleur au creux de main. Et au niveau du jaspage, j'avoue que je suis moins convaincue. J'ai aucun doute que c'est parce que une grosse partie du tome se passe dans le désert et que ça représente sûrement des dunes. Mais je sais pas, je trouve le rouge un peu fade et le dessin moins joli. J'ai préféré le jaspage du premier volume, même si ça reste un très bel objet. Au niveau de l'histoire, maintenant que Lara a trahi sa patrie à la fin du premier tome du Pont des Tempêtes, mais un peu contre son gré malgré tout, elle va devoir se racheter auprès de son mari et auprès de son peuple. Et j'ai adoré la manière dont s'est déroulé ce titre. Je suis déjà très contente d'avoir pu découvrir les sœurs de Lara parce que ça fait partie de ce que j'ai espéré suite au premier tome. Je me doutais que ça allait avoir lieu, mais je ne pensais pas que ce serait aussi présent dans ce tome et je suis vraiment hyper contente que ça ait été le cas. Il y a une grosse partie qui se passe dans le désert qui est très intéressante, puis ensuite dans le pays de Lara et de son mari. J'ai trouvé la lecture une fois de plus captivante, pareil je l'ai bouffé je crois en 3 soirées, tout comme Le Pont des Tempêtes. Il m'a obnubilée jusqu'à ce que je le termine et j'ai absolument adoré. Je vous en dis pas plus parce que même si j'ai dit que c'est une partie spoilante pour ceux qui n'ont pas passé, voilà, mais vraiment cette duologie, Le Pont des Tempêtes et La Reine Traîtresse, c'était incroyable et je vais lire L'Héritier Insoumis dès que je pourrai me le permettre et j'ai vraiment adoré. Très hâte de voir les autres titres, surtout que j'ai cru comprendre qu'il y avait un espèce de tome spin-off avec donc Lara et son mari Aren et j'ai très envie de lire. Voilà, j'ai vraiment adoré. On passe directement aux jeux vidéo, comme je vous l'ai dit, pas d'animé pour ce mois-ci, mais j'ai pas mal de simulcasts en cours, on pourra notamment en parler le mois prochain, et à côté des simulcasts, j'ai Free en série en cours, ça fait déjà plusieurs mois, mais j'avance pas trop parce qu'on a pas mal de simulcasts, et que je suis plus sur d'autres choses en ce moment, donc voilà, les animés c'est un peu plus de côté, ça dépend des mois, mais voilà, on parlera animé le mois prochain. Côté jeux vidéo donc, même si ça se voit pas forcément avec tout ce que je vous ai présenté au préalable parce qu'il y avait beaucoup de lectures, j'ai lu vraiment sur les quelques derniers jours de mai, sinon j'ai pas tant lu que ça.
Donc j'ai principalement passé mes journées à jouer et notamment à jouer à Disney Dreamlight Valley. J'ai aussi un petit peu joué à Paléopines mais pour le moment j'ai trop rien à dire dessus, je suis trop peu avancée dans le jeu donc je vous en parlerai quand je l'aurai fini. Et à savoir qu'avec monsieur on se fait toujours un jeu à deux. Notre jeu en cours c'est Paper Mario Color Splash sur Wii U. Pour le moment on adore, je pense qu'on n'est pas très loin de la fin, on devrait en parler le mois prochain. Tout le monde en ce moment est sur Paper Mario, les portes millénaires, le remake du jeu GameCube. Mais nous non, on a pioché dans notre petit... on a un petit pot avec tous les jeux qu'on va faire ensemble, on a un pioche à hasard. Et donc on a pioché Paper Mario Color Splash qui pour le moment est excellent. Je le préfère à Origami King qui était sorti sur Switch. Et c'est un jeu très agréable, on en parlera plus en détail le mois prochain. Donc allons-y pour Disney Dreamlight Valley. Je ne m'étais pas mis à jour de nombreuses mises à jour parce que manque de temps, etc. Et je me suis complètement replongée dedans pour tout reprendre et donc on va en reparler dans l'ordre. J'ai d'abord repris la mise à jour de fin d'année qu'on a eue autour du mois de décembre qui était la mise à jour l'étrange Noël de Monsieur Jack avec donc l'arrivée de Jack Skellington dans le village. J'ai donc récupéré Jack et fait toutes ses quêtes, j'ai absolument adoré. Jack Skellington est je pense un de mes personnages préférés de la vallée. J'ai trouvé ses quêtes vraiment chouettes, assez différentes des autres. J'ai adoré également installer sa maison et décorer tout autour. Ils se font parfaitement dans la zone où j'ai choisi de le poser. C'était une mise à jour très agréable et je suis très contente d'avoir Monsieur Jack dans mon village. On continue avec la mise à jour suivante, il s'agit de la mise à jour Monstres et compagnie, donc une nouvelle porte cette fois-ci à acheter avec des Dreamlight pour découvrir le monde de Monstres et compagnie qui nous plonge donc dans l'usine et découvrir Bob et Sully. J'ai accueilli Bob et Sully dans mon village, j'ai terminé toutes les quêtes de Bob donc jusqu'au niveau 10, tout comme Jack Skellington, je l'ai pas précisé mais c'est fait. Et Sully, il me semble aussi que j'ai fini les quêtes où je suis en train de faire la quête de niveau 10, mais en tout cas c'est relativement plié. J'ai beaucoup aimé cet arc Monstres et compagnie, Bob me crève de rire, que ce soit les dialogues ou juste les petites choses qui se passent comme ça dans la vallée ou encore ces quêtes qui sont toutes plus dégoûtantes les unes que les autres mais toutes plus drôles les unes que les autres. J'avoue que pour le coup je préfère Bob à Sully, ce qui est assez rare mais j'ai passé un super moment. J'ai beaucoup aimé aussi le monde Monstres et compagnie avec la possibilité de traverser les portes et découvrir des chambres d'enfants. C'était hyper bien fait et j'ai beaucoup apprécié. On termine les mises à jour Disney Dreamlight Valley classique, on parlera du DLC après. Avec la plus récente, il s'agit de la mise à jour où on récupère Daisy et j'avoue que c'est celle qui m'a le moins emballée. En fait à l'annonce j'avais compris que Daisy allait avoir un magasin de vêtements, c'est effectivement le cas mais pas vraiment. C'est un magasin où on peut mettre nos créations. Moi j'aime pas trop les outils de création de vêtements etc, j'ai la flemme en fait. Et résultat je ne m'en sers presque pas. Je pensais que ça allait être un magasin de vêtements un peu comme le magasin de Risette et Coussette dans Animal Crossing mais pas du tout. Donc c'est dommage. Les quêtes de Daisy étaient relativement chouettes etc, ça c'est très bien fait. Les niveaux 10 c'est terminé, c'est fait. C'était donc une mise à jour qui a eu lieu le 1er mai mais je suis un petit peu déçue de sa boutique. En fait j'avais compris autre chose et je m'attendais à autre chose et c'est dommage. J'ai ensuite acheté le DLC A Rift of Time, donc le premier DLC de Disney Dreamlight Valley qui est sorti l'année dernière en fin d'année. J'y arrive un petit peu tard mais je savais pertinemment que j'allais faire ce DLC. Ce DLC nous ouvre une toute nouvelle zone immense. Je pense que la carte est à peu près équivalente à la carte initiale donc de la vallée de base. Très grande avec de nouveaux biomes, de nouveaux personnages, de nouveaux ingrédients, de nouveaux minerais etc. Et même un nouvel outil, le sablier, qui a beaucoup d'utilisations et des utilisations très intéressantes. Et la table de courbage temporel qui nous permet de créer de nouveaux objets et d'utiliser des choses qu'on récupère avec ce sablier. Il y a eu beaucoup de choses dans ce DLC. Tout d'abord l'arrivée de la brume qui est l'équivalent des Dreamlight mais qu'on peut récupérer vraiment plus facilement, non seulement avec des quêtes de brume mais aussi en retirant l'équivalent des ronces ou en utilisant son sablier. C'est assez facile d'obtenir de la brume et il nous en a fallu beaucoup pour débloquer l'intégralité de la map. Il en a fallu beaucoup avec beaucoup de patience mais j'ai tous les biomes donc j'ai débloqué toute la map et elle est très belle, très agréable. Il y a beaucoup de nouvelles choses, j'ai débloqué tous les ingrédients, j'ai fait pas mal de recettes. Vraiment j'ai beaucoup apprécié. Je trouve que ce DLC vaut vraiment son prix, il y a beaucoup d'heures de jeu offertes dans ce DLC et j'aime beaucoup. Au niveau des personnages, on retrouve 3 personnages dans ce DLC. Gaston donc de La Belle et la Bête, Eve de Wall-E et Réponse de Réponse.
J'ai fait les quêtes de tous les personnages. Bon, si je vous avoue que j'ai pas adoré Gaston, mais tout simplement parce que je suis pas très fan de Gaston. J'ai adoré les quêtes de Eve que j'ai trouvé absolument adorables et très touchantes, et les quêtes de réponse qui étaient plutôt drôles. J'ai passé un super moment à tous les monter niveau 10, à débloquer les différents biomes et à répondre à leurs différents besoins, même s'il y a quelques éléments comme notamment la pêche au piranha qui était une vraie galère. Le tout était quand même très agréable et vraiment le DLC je l'ai trouvé très bien, et en plus le DLC a le droit à des mises à jour autant que la vallée de base, donc c'est vraiment un achat très rentable. En parlant de mise à jour du DLC, on a donc eu la première mise à jour qui est arrivée début mai et nous avons pu découvrir Oswald. Oswald qui est donc un personnage en noir et blanc, qui est un des premiers personnages Disney. Trop contente de l'accueillir dans la vallée, j'ai adoré et j'ai trouvé, bon déjà il ouvre une nouvelle zone dans le DLC avec un nouveau temple un peu à découvrir, etc. Quelques petites quêtes un peu de réflexion, c'était très sympathique et surtout très original. Les quêtes d'Oswald je trouve changent vraiment de toutes les autres quêtes qu'on a pu avoir jusqu'ici dans Disney Dreamlight. Idem, j'ai monté Oswald niveau 10, donc ça c'est fait et j'ai beaucoup apprécié. J'ai passé un super bon moment à faire ces quêtes, j'ai adoré sa maison et les objets proposés. Donc voilà, très contente de cette première mise à jour au niveau du DLC et j'ai hâte de voir les prochaines. Au niveau des prochaines mises à jour, on sait qu'il y en aura une courant d'été, fin de printemps, début d'été, donc très prochainement je pense que ce sera pour fin juin, début juillet. Et on sait qu'on va avoir la princesse et la grenouille courant de cet été, donc ça c'est pour la partie Disney Dreamlight initiale, et il y aura d'autres mise à jour pour le DLC, mais on sait pas encore ce que ça va être. Côté événements saisonniers, j'ai fait 2 événements aussi pendant ce mois de mai. Le premier c'est l'événement avec les pierres de lune, c'était un événement autour des attractions. Les événements pierres de lune en fait c'est des événements où vous récoltez des jetons d'un événement et avec ces jetons vous pouvez acheter des objets, et avec les pierres de lune vous pouvez débloquer le catalogue d'objets pour avoir le catalogue complet, sinon vous avez que la moitié du catalogue, et c'est la première fois que je dépense mes pierres de lune. Les pierres de lune vous pouvez les gagner très difficilement avec beaucoup de patience et beaucoup de farm, ou les payer tout simplement. C'est ce qui fait que le modèle Disney Dreamlight était initialement free to play. Ça n'a pas eu lieu finalement, mais voilà. Et donc j'ai payé avec les pierres de lune pour avoir le catalogue complet. Alors j'ai pas payé avec mon argent, moi j'ai fermé les pierres de lune, j'aime pas mettre de l'argent dans du Nemat, ça me dérange. Et donc j'ai farmé tout ça et j'ai obtenu l'intégralité. Cet événement était très tourné autour des attractions, donc j'ai des attractions pour décorer ma vallée. Très contente parce qu'elles sont vraiment très jolies. Il y a eu un autre événement, je vous avoue qu'il faudrait que je me remette un peu dessus ces prochains jours. Là j'ai jusqu'au 5 juin je crois pour le terminer. C'est l'événement avec les badges, les différents badges qui nous permettent de craft 5 pots de popcorn différents. Vous savez comme on trouve à Disney Empire, le gros pot en forme de carrosse de Cendrillon, le pot en forme de pot de miel de Winnie l'ourson, etc. Donc pour craft ces 5 pots à popcorn. Donc il faudrait que je me mette dessus parce que j'ai beaucoup de badges. J'ai les badges rouges, les badges verts, donc les badges de quête d'amitié et les badges qu'on trouve au sol. Mais il me manque les badges bleus, les badges de pêche parce que j'aime pas pêcher. Tous les jeux comme ça un peu cocooning, vous nous mettez de la pêche, j'aime pas la pêche. Donc voilà, il faudrait que je pêche des badges bleus pour un peu terminer cet événement. Et sinon je suis relativement à jour de Disney Dreamlight Valley et j'ai joué des dizaines et des dizaines d'heures parce que j'ai eu 2 semaines de vacances ce mois-ci et je les ai passées dessus. Et voilà pour le bilan de ce mois-ci. Dites-moi si nous avons eu des lectures en commun ou si vous jouez à Disney Dreamlight, ou tout simplement qu'est-ce qui a marqué votre mois, que ce soit en lecture ou en animé ou en jeu. N'hésitez pas à me parler de vos coups de cœur en commentaire, je serais très curieuse. Dites-moi aussi si ce format vous plaît tout autant et si vous voulez voir de nouvelles choses dedans ou le voir un petit peu modifié. Je reviendrai encore le mois prochain avec, je pense que c'est un format qui va devenir régulier parce qu'il est plutôt bien accueilli. Et voilà, j'espère tous que vous avez passé un très bon mois de mai. Malheureusement on n'avait pas le soleil, mais au moins on a pu lire et jouer. Et je vous souhaite un excellent mois de juin